Un homme tient entre ses mains le destin d'une ville entière, Notre-Dame, la Tour Eiffel, le Louvre, les ponts de la Seine. Tout est miné, tout est prêt à exploser. Un seul ordre, et Paris disparaît à jamais. Cet homme n'est pas un résistant, ce n'est pas un héros, c'est un général allemand, un soldat qui a toujours obéi, un homme choisi par Hitler lui-même, précisément parce qu'il ne désobéit jamais. Et pourtant, en août 1944, quelque chose s'est passé, quelque chose que personne n'avait prévu. Le Führer a envoyé un télégramme, trois mots, qui auraient dû condamner la plus belle ville du monde. Paris brûle-t-il? La réponse n'est jamais venue. Pourquoi ce général prussien, loyal jusqu'à la mort, a-t-il choisi de trahir son maître? Qu'est-ce qui s'est brisé en lui? Et surtout, qu'est-ce qui l'a retenu d'appuyer sur le détonateur? Ce que vous allez découvrir va changer votre vision de la Seconde Guerre mondiale. Parce que cette histoire prouve une chose. Parfois, un seul homme peut sauver le monde ou le détruire. Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Et si vous êtes passionné par les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale, abonnez-vous. Chaque jour, je vous révèle des histoires que les livres d'histoire n'ont jamais racontées. Maintenant, retournons en août 1944. Dans un bureau de l'hôtel Meurice, face au jardin des Tuileries, un homme contemple Paris par la fenêtre. Il vient de recevoir l'ordre de la détruire. Voici son histoire. Dimanche 13 août 1944. Paris s'éveille sous un ciel d'été, mais quelque chose a changé. Les rues, d'ordinaire animées même en temps de guerre, sont étrangement silencieuses. Les stores des cafés restent baissés. Les passants marchent vite, tête basse, sans s'attarder. Sur les Champs-Élysées, là où les troupes allemandes défilaient autrefois, dans toute leur arrogance victorieuse, seuls quelques véhicules militaires circulent encore. L'air est lourd, électrique, comme si la ville entière retenait son souffle. Quelque chose se prépare, tout le monde le sent, personne ne sait encore quoi. À l'hôtel Meurice, l'un des palaces les plus prestigieux de la capitale, situé rue de Rivoli, face au jardin des Tuileries, un homme vient d'arriver. Il a 50 ans, le visage rond, le regard sévère, la silhouette trapue d'un officier de carrière. Il porte l'uniforme impeccable d'un général de la Wehrmacht. Il s'appelle Dietrich von Coltitz. Et à partir de cet instant, le destin de Paris repose entre ses mains. Personne dans les rues de Paris ne connaît encore son nom. Les Parisiens ne savent pas que cet homme vient de recevoir une mission extraordinaire. Une mission que nul autre général allemand n'a jamais osé accomplir. Une mission qui va décider si leur ville existera encore dans quelques jours, ou si elle ne sera plus qu'un souvenir. Car Dietrich von Coltitz n'est pas venu pour défendre Paris, il est venu pour la détruire. Pour comprendre ce qui va se jouer dans les jours suivants, il faut revenir 6 jours en arrière. Au cœur de la Prusse orientale, dans une forêt dense et sombre, se cache l'un des secrets les mieux gardés du Troisième Reich, le quartier général d'Adolf Hitler, que les Allemands appellent la tanière du loup. C'est là, le 7 août 1944, que Coltitz est convoqué pour recevoir ses ordres directement du Führer. La rencontre est brève, elle est aussi terrifiante. Quand Coltitz entre dans le bunker, il découvre un homme qu'il reconnaît à peine. 3 semaines plus tôt, le 20 juillet, un groupe d'officiers allemands a tenté d'assassiner Hitler en faisant exploser une bombe lors d'une réunion. Le Führer a survécu, mais il porte les stigmates de l'attentat. Ses mains tremblent sans cesse, son teint est cireux, son regard, autrefois magnétique, est devenu fiévreux, presque dément. Il parle de trahison, de vengeance, de destruction totale. Des années plus tard, dans ses mémoires, Coltitz écrira ces mots glaçants. « Je me trouvais face à un homme qui semblait habité par la folie. Ses yeux ne voyaient plus la réalité. Il parlait de division qui n'existait plus, de victoire impossible.
Pour la première fois, j'ai compris que nous suivions un fou. Mais ce jour-là, dans le bunker, Coltitz ne dit rien. Il écoute, et ce qu'il entend va changer sa vie. Hitler lui expose la situation. Les Alliés ont débarqué en Normandie 2 mois plus tôt. Ils avancent. Paris est menacé, et le Führer refuse que la capitale française tombe intacte aux mains de l'ennemi. Son ordre est catégorique. Paris doit être défendu jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière cartouche. Et si la ville doit tomber malgré tout, elle devra être réduite en cendres. Aucun monument, aucun pont, aucune infrastructure ne doit survivre. Paris doit devenir, selon les mots mêmes d'Hitler, un champ de ruines. Cet ordre n'est pas une improvisation, ce n'est pas une menace en l'air. Des plans précis existent déjà. Les ingénieurs allemands ont cartographié chaque pont, chaque bâtiment stratégique, chaque point névralgique de la ville. Des tonnes d'explosifs ont été acheminés. La Tour Eiffel, Notre-Dame, le Louvre, l'Opéra, le Palais du Luxembourg, les ponts de la Seine, les gares, les centrales électriques, tout a été minutieusement préparé. Paris, la ville lumière, doit s'éteindre à jamais. Et l'homme choisi pour accomplir cette mission, c'est Dietrich von Coltitz. Pourquoi lui? Pourquoi Hitler a-t-il choisi ce général parmi tous les autres? La réponse est simple, et elle est terrible. Coltitz a la réputation d'un homme qui exécute les ordres les plus difficiles sans jamais hésiter. En 1940, c'est lui qui a dirigé le bombardement de Rotterdam, aux Pays-Bas, rasant le centre-ville et tuant des centaines de civils. En 1942, sur le front de l'Est, il a mené l'assaut final contre la forteresse de Sébastopol, l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre. Partout où il est passé, il a obéi. Partout où il est passé, il a accompli sa mission. Hitler le sait. C'est pour cela qu'il l'a choisi. Comme Coltitz lui-même l'écrira plus tard, on m'a désigné parce que j'avais la réputation de ne jamais désobéir. Mais qui est vraiment cet homme derrière l'uniforme? Dietrich von Coltitz est né en 1894 dans une famille de militaires prussiens. Son père était officier, son grand-père aussi. Il a grandi dans une tradition où le devoir et l'honneur passent avant tout. Un soldat obéit, un soldat ne discute pas. Un soldat accomplit sa mission, quelle qu'elle soit. Pourtant, des lettres retrouvées dans les archives familiales révèlent une autre facette de cet homme. Depuis plusieurs mois, quelque chose s'est fissuré en lui. La brutalité croissante des ordres, les massacres de civils sur le front de l'Est, l'effondrement moral du régime nazi, tout cela le hante. À sa femme, il a écrit quelques semaines avant sa nomination à Paris. « Je me demande parfois ce que nous sommes devenus. » Cette phrase, écrite dans l'intimité, dit tout. Coltitz n'est plus l'exécutant aveugle qu'il a été. Quelque chose en lui doute, quelque chose en lui résiste. Mais ce doute suffit-il à désobéir au Führer? Ce doute suffit-il à sauver Paris? En ce dimanche 13 août, debout devant la fenêtre de l'hôtel Meurice, Coltitz contemple les toits de la ville. Il voit les jardins des Tuileries. Il aperçoit au loin la silhouette de la Tour Eiffel. Il sait que tout cela peut disparaître d'un claquement de doigts. Il sait qu'il a le pouvoir de transformer cette beauté en néant. Et pour la première fois de sa carrière, il ne sait pas s'il va obéir. Les jours qui suivent l'arrivée de Coltitz à Paris ressemblent à une course contre la mort. Une mort que personne ne voit venir, mais qui se prépare méthodiquement, dans l'ombre, loin des regards. Dès le 14 août, le nouveau gouverneur militaire de Paris supervise les préparatifs de destruction. Les rapports affluent sur son bureau. Les chiffres sont vertigineux. Plus de 3 tonnes d'explosifs sont acheminées vers les ponts de la Seine. Des équipes de démolition, composées d'ingénieurs spécialisés, inspectent les sites stratégiques un par un. Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel, le Palais du Luxembourg, siège du Sénat, les grandes gares, les centrales électriques qui alimentent la ville. Tout est cartographié, tout est calculé.
Chaque charge explosive est positionnée avec une précision chirurgicale. Un rapport allemand, retrouvé dans les archives après la guerre, détaille les conséquences prévues de cette destruction. Si les ponts de la Seine sautent, les débris bloqueront le fleuve, l'eau montera. Des quartiers entiers seront inondés. Des milliers de civils périront, noyés dans les eaux boueuses de la Seine. Et ce n'est que le début. Sans électricité, sans eau potable, sans moyens de transport, Paris deviendra un enfer. Les survivants mourront de faim, de soif, de maladie. La plus belle ville du monde ne sera plus qu'un cimetière à ciel ouvert. Chaque jour, Koltitz reçoit ses rapports. Chaque jour, il signe des ordres de réquisition. Chaque jour, il se rapproche du moment où il devra donner le signal final. Et chaque jour, quelque chose en lui résiste. Un frein invisible, une hésitation qu'il ne s'explique pas lui-même. Pendant ce temps, Berlin s'impatiente. Hitler veut des résultats. Il veut des preuves que ses ordres sont exécutés. Les télégrammes se multiplient. Le ton devient de plus en plus pressant. Le Führer exige que Paris soit transformé en forteresse. Il exige que chaque rue soit défendue. Il exige que la ville soit prête à brûler au premier signe de défaite. Mais Koltitz temporise. Il répond aux télégrammes par des formules vagues. Il invoque des difficultés logistiques. Il parle de retard dans l'acheminement des explosifs. Il gagne du temps, jour après jour, heure après heure, sans jamais avouer ce qu'il pense vraiment. Le samedi 19 août, tout bascule. Ce matin-là, aux premières heures du jour, la résistance parisienne déclenche l'insurrection. Des hommes et des femmes, armés de vieux fusils, de pistolets récupérés et de cocktails incendiaires, sortent de l'ombre. Des barricades surgissent dans les rues, faites de pavés arrachés, de voitures renversées, de meubles jetés par les fenêtres. Le drapeau tricolore, interdit depuis 4 ans, réapparaît sur les façades, et dans un geste d'une audace inouïe, les résistants s'emparent de la préfecture de police, en plein cœur de Paris, sur l'île de la Cité, à quelques centaines de mètres de Notre-Dame. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Paris se soulève. Après 4 années d'humiliation, de privation et de peur, les Parisiens reprennent leur ville. Du moins, ils essaient, car les forces allemandes sont encore puissantes. Des milliers de soldats, des chars, de l'artillerie lourde. En quelques heures, l'armée d'occupation pourrait écraser la révolte dans le sang. Les officiers SS, présents à Paris, réclament une répression immédiate. Ils veulent des exécutions publiques. Ils veulent faire un exemple. Ils veulent montrer aux Parisiens ce qu'il en coûte de défier le Reich. Koltitz se retrouve face à un choix impossible. S'il ordonne la répression, des milliers de civils mourront. Les rues de Paris seront jonchées de cadavres. Et la destruction de la ville deviendra Ces trêves n'ont jamais été ordonnées par Berlin. Elles n'ont jamais été approuvées par Hitler. Elles existent parce que, sur le terrain, des hommes choisissent de ne pas tuer quand ils pourraient le faire. Et parmi ces hommes, il y a Koltitz. Sans jamais l'avouer publiquement, il laisse faire. Il ferme les yeux. Il permet à ces instants d'humanité de survivre au milieu du chaos. Un officier allemand, dont le nom n'a jamais été révélé, confie à un intermédiaire suédois. Le général ne veut pas de massacre. Il cherche une porte de sortie. Mais quelle porte de sortie? Comment désobéir à Hitler sans mourir? Comment sauver Paris sans condamner sa propre famille? Koltitz est pris au piège, un piège dont il ne voit pas l'issue. Et c'est alors qu'un homme entre dans sa vie, un homme qui va tout changer. Son nom est Raoul Nordling. Il a 63 ans. C'est le consul général de Suède à Paris, un pays neutre dans ce conflit qui déchire le monde. Depuis le début de l'occupation, cet homme discret, élégant, au regard perçant, travaille dans l'ombre. Il négocie la libération de prisonniers politiques. Il protège des persécutés. Il utilise son statut inévitable,
car Hitler exigera une punition exemplaire. S'il temporise, il désobéit aux ordres directs du Führer. Il risque sa carrière, sa liberté, sa vie, et surtout, il risque la vie de sa famille, restée en Allemagne, à la merci de la Gestapo. Dans les heures qui suivent le début de l'insurrection, quelque chose d'inattendu se produit. Des contacts secrets s'établissent entre certains officiers allemands et la résistance. Des trêves locales, jamais officielles, jamais écrites, permettent d'éviter les affrontements les plus sanglants. Dans certains quartiers, les combats cessent pendant quelques heures. Les Saketriseke blessés sont évacués. Les civils peuvent fuir. Des diplomates neutres pour sauver des vies, une par une, loin des projecteurs. Mais en ce mois d'août 1944, Nordling comprend que les enjeux ont changé. Ce n'est plus une vie qu'il faut sauver. Ce n'est plus 10. Ce n'est plus 100. C'est une ville entière. C'est Paris. Il connaît les plans de destruction. Il sait que les ponts sont minés. Il sait que Notre-Dame peut s'effondrer d'un instant à l'autre. Et il sait que le seul homme capable d'empêcher cette catastrophe s'appelle Dietrich von Koltitz. Alors Nordling fait quelque chose d'extraordinaire. Il demande à rencontrer le général allemand, seul à seul, en secret. La première rencontre a lieu dans le bureau de Koltitz, à l'hôtel Meurice. L'atmosphère est tendue. Dehors, on entend parfois des tirs. L'insurrection gronde. Le temps presse. Les deux hommes se jaugent. D'un côté, un diplomate suédois qui n'a aucun pouvoir militaire, de l'autre, Jan Zedene, un général prussien qui tient le destin de Paris entre ses mains. Nordling ne perd pas de temps. Il parle à Koltitz d'homme à homme. Il lui parle de l'histoire, de ce que signifiera la destruction de Paris pour le monde entier, de ce que signifiera cette destruction pour la mémoire de Koltitz lui-même. Les mots qu'il prononce ce jour-là, nous les connaissons grâce aux mémoires des deux hommes. Ils sont restés gravés dans l'histoire. Général, si vous détruisez Paris, votre nom sera maudit pour l'éternité. Vous serez l'homme qui a anéanti la plus belle ville du monde. Les générations futures vous haïront. Vos propres enfants porteront ce fardeau. Mais si vous la sauvez, vous serez l'homme qui a préservé un trésor de l'humanité. Vous aurez fait quelque chose que personne n'oubliera jamais. Koltitz écoute. Son visage reste impassible. Mais quelque chose vacille dans son regard. Quelque chose que Nordling perçoit. Alors le consul suédois pose la question, qui hante Koltitz depuis des jours. « Général, croyez-vous vraiment que cette guerre peut encore être gagnée ?» La réponse de Koltitz est un long silence. Un silence qui dit tout. Non, il ne croit plus à la victoire. Il sait que l'Allemagne va perdre. Il sait que les Alliés sont aux portes de Paris. Il sait que tout est fini. Mais il sait aussi autre chose. Quelque chose qui l'empêche de simplement désobéir. Sa famille, sa femme et ses 3 enfants sont en Allemagne. Si Koltitz désobéit à Hitler, la Gestapo viendra les chercher. Ils seront arrêtés, interrogés, peut-être torturés, peut-être exécutés. Le régime nazi n'a aucune pitié pour les familles des traîtres. Koltitz le sait. Il a vu ce qui arrive à ceux qui défient le Führer. Dans l'intimité de cette conversation avec Nordling, le général laisse tomber son masque. Pour la première fois, il parle en homme, pas en soldat. « Et que ferai-je de ma famille, monsieur le consul ? Hitler les fera, exécuter si je désobéis. Mes enfants paieront pour mon choix. Pouvez-vous me garantir leur sécurité ? Pouvez-vous me promettre qu'ils survivront ? » Nordling ne peut rien promettre. Il le sait. Koltitz le sait. Les deux hommes se regardent en silence. C'est le cœur du dilemme. Un choix impossible entre l'histoire et l'amour. Entre la gloire posthume et la survie de ceux qu'on aime. Entre sauver une ville de 2 millions d'habitants et protéger 4 personnes qui portent son nom. Les jours suivants, Nordling revient. Encore et encore. Il parle à Koltitz de tout, de la beauté de Paris, des œuvres du Louvre, des siècles d'histoire qui dorment dans chaque pierre. Il parle aussi de l'avenir, de ce que sera le monde après la guerre, de la place que Koltitz pourrait y tenir
s'il fait le bon choix. Et lentement, quelque chose change dans l'esprit du général. Il commence à donner des ordres étranges, des ordres qui ne correspondent pas à ses instructions officielles. Demande à ses officiers de vérifier les charges explosives, mais de ne pas les activer sans son autorisation expresse. Il ordonne des inspections qui retardent les préparatifs de destruction. Il multiplie les obstacles bureaucratiques, les demandes de confirmation, les vérifications inutiles. Berlin s'impatiente, les télégrammes deviennent furieux. Hitler exige des comptes. Il veut savoir pourquoi Paris n'est pas encore une forteresse imprenable. Il veut savoir pourquoi les préparatifs prennent tant de temps. Le 23 août, un télégramme arrive sur le bureau de Koltitz. Il vient directement du quartier général du Führer. Les mots sont sans ambiguïté. La destruction de Paris doit commencer immédiatement. Le Führer exige une réponse dans les 24 heures. 24 heures. C'est tout ce qu'il reste. 24 heures avant que Hitler n'envoie quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui obéira sans hésiter. Quelqu'un qui appuiera sur le détonateur sans se poser de questions. Koltitz regarde le télégramme. Il regarde par la fenêtre. Il voit les toits de Paris sous le soleil d'août et il prend sa décision. Jeudi 24 août 1944, 16 heures. Dans le bunker de la chancellerie du Reich, à Berlin, Adolf Hitler fait les 100 pas. Son visage est crispé par la rage. Depuis des jours, il attend des nouvelles de Paris. Depuis des jours, il exige que ses ordres soient exécutés. Et depuis des jours, il ne reçoit que des rapports évasifs, des excuses, des retards. Le Führer n'en peut plus. Il convoque son état-major. Il hurle. Il frappe du poing sur la table. Il veut savoir ce qui se passe dans la capitale française. Il veut savoir pourquoi la ville n'est pas encore en flammes. Puis, il pose la question. 3 mots qui vont entrer dans l'histoire. Brent Paris. Paris brûle-t-il? Le télégramme est immédiatement transmis à l'hôtel Meurice. Un officier des transmissions le remet en main propre au général von Koltitz. Le message est bref, brutal, sans appel. Le Führer exige une réponse. Le Führer exige de savoir si ses ordres, ont été exécutés. Le Führer exige que Paris brûle. Koltitz lit le télégramme. Son visage ne trahit aucune émotion. Il plie le papier, il le pose sur son bureau, et il ne répond pas. Les minutes passent, 1 heure, 2 heures. Berlin attend. Le téléphone sonne. Koltitz ne décroche pas. Un nouvel officier arrive avec un message urgent. Koltitz le renvoie. La nuit tombe sur Paris. Et toujours pas de réponse. Ce silence est un acte de guerre. Pas contre les Alliés, contre Hitler lui-même. Dans les heures qui suivent, Koltitz prend une série de décisions qui vont sceller le destin de la ville. Il ordonne à ses officiers de détruire les lignes de communication avec Berlin. Il isole son état-major du reste du commandement allemand. Il fait en sorte que personne ne puisse transmettre d'ordre en son nom. Paris devient une île coupée du Reich, une île où un seul homme décide. Et cet homme a décidé que Paris ne brûlera pas. Des documents, déclassifiés, retrouvés des décennies plus tard dans les archives militaires, révèlent ce qui s'est passé cette nuit-là. Koltitz a convoqué ses officiers supérieurs. Il leur a parlé à voix basse, loin des microphones, loin des oreilles indiscrètes. Il leur a donné un ordre qui n'a jamais été écrit, un ordre transmis de bouche à oreille, pour ne laisser aucune trace. Les charges explosives ne doivent pas être activées, pas sans son autorisation personnelle, pas sans un ordre direct de sa propre voix. Et si quelqu'un de Berlin appelle pour exiger la destruction, cet appel doit être ignoré. Certains officiers obéissent sans poser de questions. D'autres hésitent. L'un d'eux, dont le nom n'a jamais été révélé, aurait demandé « Et si le Führer envoie quelqu'un pour vous remplacer ?» La réponse de Koltitz est restée dans les mémoires. Alors, ce quelqu'un devra me passer sur le corps. Cette nuit-là, Paris dort sans savoir à quel point elle est proche de la catastrophe. Sous les ponts de la Seine,
Les charges explosives sont toujours en place. Sous Notre-Dame, les détonateurs attendent. Au pied de la tour Eiffel, les fils électriques sont prêts à transmettre le signal fatal. Tout est là, tout est prêt. Un seul geste suffirait. Mais ce geste ne vient pas. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de Paris, les chars de la 2e division blindée du général Leclerc avancent dans la nuit. Ces soldats-ponts français, partis du Tchad 4 ans plus tôt, ont traversé l'Afrique, débarqué en Normandie, combattu pendant des semaines pour arriver jusqu'ici. Et maintenant, ils sont aux portes de leur capitale, la capitale qu'ils ont juré de libérer. Leclerc a reçu l'ordre d'attendre. Le commandement allié veut coordonner l'entrée dans Paris. Mais Leclerc refuse d'attendre. Il sait que chaque heure compte. Il sait que Paris peut être détruite à tout moment. Alors il donne l'ordre d'avancer, avec ou sans, ou dès qu'en permission. Dans la nuit du 24 au 25 août, les premiers blindés français pénètrent dans Paris par la porte d'Orléans. Les cloches de Notre-Dame se mettent à sonner. D'abord une église, puis une autre, puis toutes les églises de Paris. Le son se répand dans la ville comme une vague. Les Parisiens sortent dans les rues. Ils pleurent, ils rient, ils crient, ils n'y croient pas encore. À l'hôtel Meurice, Coltitz entend les cloches. Il entend les cris de joie au loin. Il sait que tout était fini. Les Alliés sont là. Sa mission a échoué. Ou plutôt, sa mission a réussi. Selon la façon dont on regarde les choses, il se tourne vers son aide de camp. Il lui dit simplement « C'est terminé, préparez le drapeau blanc ». Le lendemain matin, le 25 août 1944, les soldats français de la division Leclerc montent les escaliers de l'hôtel Meurice. Ils s'attendent à trouver un fanatique prêt à mourir. Ils s'attendent à un combat désespéré. Ils s'attendent à tout, sauf à ce qu'ils vont découvrir. Vendredi 25 août 1944, 14h30. Les soldats pondo-français montent les escaliers de l'hôtel Meurice, l'arme au poing. Ils avancent prudemment, vérifiant chaque couloir, chaque porte. Ils s'attendent à des tirs, à des pièges, à une résistance acharnée. Ils ne trouvent rien de tout cela. Quand ils pénètrent dans le bureau du gouverneur militaire de Paris, ils découvrent un homme assis derrière sa table de travail. Dietrich von Coltitz les attend. Il est calme, presque soulagé. Son uniforme est impeccable, comme s'il s'était préparé pour cette scène. À côté de lui, ses officiers se tiennent au garde à vous, désarmés. Le lieutenant Henri Karcher, qui commande le détachement français, s'avance. Il s'attend à des négociations, à des menaces, à un dernier sursaut d'orgueil prussien. Mais Coltitz se lève simplement. Il tend son pistolet, crosse en avant, et il prononce ces mots, en français, avec un accent allemand, prononcé mais une diction parfaite. « Lieutenant, je suis le général von Coltitz, gouverneur militaire de Paris. Je me rends à vous. » C'est fini. En quelques secondes, sans un coup de feu, la garnison allemande de Paris capitule. Les documents de reddition sont signés quelques heures plus tard à la préfecture de police en présence du général Leclerc et du chef de la résistance parisienne, le colonel Roll Tanguy. Dehors, Paris explose de joie. Les rues se remplissent de monde. Des drapeaux tricolores apparaissent à toutes les fenêtres. Des femmes embrassent les soldats. Des hommes pleurent sans honte. Des enfants grimpent sur les chars. Après 4 années d'occupation, 4 années de peur, 4 années d'humiliation, Paris est libre. Et Paris est intact. Notre-Dame se dresse toujours sur l'île de la Cité. La tour Eiffel domine toujours la ville. Le Louvre abrite toujours ses trésors. Les ponts de la Seine n'ont pas bougé. Tout ce qui devait disparaître est encore là. Tout ce qui devait brûler a survécu. Dans les jours qui suivent, une question commence à circuler. Une question que tout le monde se pose, mais que personne n'ose formuler à voix haute. Pourquoi ? Pourquoi Coltitz n'a-t-il pas obéi ? Pourquoi a-t-il épargné Paris alors qu'il avait les moyens de la détruire ? Les réponses sont multiples
et aucune n'est entièrement satisfaisante. Certains disent que Coltitz a agi par calcul. Il savait que la guerre était perdue. Il savait que détruire Paris ne changerait rien au résultat final. Il a préféré se rendre aux Alliés plutôt que de mourir pour une cause déjà morte. En épargnant la ville, il s'est assuré un traitement honorable en captivité et une place dans l'histoire qui ne serait pas celle d'un criminel. D'autres disent que c'est Pemoemaza, que les explosifs n'étaient peut-être pas tous opérationnels, que certains ordres de destruction ont été retardés pour des raisons logistiques, que la rapidité de l'avancée, alliée a rendu l'anéantissement de Paris techniquement impossible. D'autres encore croient qu'anclé que quelque chose de plus profond s'est passé, que dans les derniers jours de l'occupation, face à la beauté de cette ville, face aux conversations avec Nordling, face à l'absurdité de la destruction totale, quelque chose s'est brisé dans l'âme du soldat, une étincelle d'humanité, un refus de l'irréparable, un sursaut de conscience dans un homme qui avait passé sa vie à obéir sans questionner. La vérité, c'est que nous ne saurons jamais avec certitude ce qui s'est passé dans l'esprit de Dietrich von Coltitz. Lui-même, dans ses mémoires, publiés après la guerre, a cultivé l'image du sauveur de Paris. Il a parfois exagéré son propre rôle, il a parfois minimisé les facteurs qui échappaient à son contrôle. Comme tous les hommes, il a voulu donner un sens à ses choix. Comme tous les hommes, il a voulu croire qu'il avait agi pour les bonnes raisons. Mais un fait demeure, un fait que personne ne peut contester. En août 1944, un homme a eu le pouvoir d'effacer Paris de la surface de la Terre. Et il ne l'a pas fait. Coltitz n'était pas un héros. Il avait du sang sur les mains. Il avait servi un régime criminel pendant des années. Il avait obéi à des ordres terribles, sans broncher. Il n'était ni un résistant, ni un juste, ni un saint. Mais, dans un moment précis de l'histoire, face à un choix impossible, il a trouvé en lui la force de dire non. Non à Hitler. Non à la destruction. Non à l'irréparable. Et parfois, dans les heures les plus sombres, un seul non suffit à changer le cours du monde. Aujourd'hui, quand vous marchez le long de la Seine, quand vous levez les yeux vers les tours de Notre-Dame, quand vous contemplez la silhouette de la tour Eiffel illuminée dans la nuit parisienne, souvenez-vous, tout cela aurait pu ne plus exister. Tout cela a failli disparaître un jour d'août, il y a plus de 80 ans. Paris a survécu, et avec elle, une leçon que l'histoire ne cesse de nous rappeler, même dans les systèmes les plus brutaux, même sous les régimes les plus totalitaires, même quand tout semble perdu, il reste toujours une chose qu'aucun tyran ne peut contrôler entièrement, la conscience d'un homme.